Bonjour à vous tous. Ravi de vous accueillir. Je sais que vous êtes nombreux ce matin parmi nous pour partager sur l'innovation. Je souligne tout particulièrement également la présence de très grands corporates et grands donneurs d'ordre qui ont souhaité nous écouter. Nous avons souhaité à l'Observatoire comme média d'ouvrir cette session sur l'innovation et après, je dirais le Covid, même s'il demeure. Je voulais souligner quelques points. L'Observatoire comme média a pris un parti pris depuis maintenant plus de 6 ans pour véritablement accompagner et soutenir dans leur cadre de leur développement donc les entreprises innovantes et les startups. Ça a été notre parti pris. Cette démarche-là, elle a permis pendant ces périodes de ce que j'intitule signer des bons de commande. Alors c'est pas très intellectuel, mais c'est très pragmatique et ça nous paraissait être un élément déterminant pour que les startups trouvent leur marché. Leur marché, elle est sur plusieurs axes. Elle est bien sûr les grands corporates, elle est les grandes marques, mais elle est aussi les acteurs donc des ETI, des TPE, des PME, de la filière de la communication qui eux-mêmes ont besoin de se transformer. Alors, pour partager ces points de vue-là, nous avons souhaité ce matin faire intervenir deux experts dans le domaine donc corporate, à la fois Pascal et Vanessa, qui vont pouvoir nous faire part donc de leur point de vue, de leur témoignage, de leur réalité depuis maintenant ces quelques semaines, et puis deux entreprises innovantes, deux start-up qui nous ont toujours fait confiance au sein de l'Observatoire, qui elles-mêmes sont des secteurs difficiles, à la fois plus dans le secteur de la distribution ou plus dans le secteur événementiel, qui eux-mêmes témoigneront comment eux-mêmes ont-ils réagi. Ce que je voudrais rappeler, c'est que nous estimons que sur un marché de la communication qui pèse aujourd'hui 39 milliards, nous estimons que c'est aujourd'hui 700 grandes marques qui adressent ces 39 milliards. Une prise de conscience de la nécessité d'intégrer l'ensemble des acteurs innovants, des martech, des comtech, mais des adtech, mais qui puissent véritablement les intégrer comme des éléments déterminants également de leur rebond et de leur transformation. Pas par bienveillance, mais par performance et par solidarité vis-à-vis de cet écosystème. Il ne survivra que si véritablement il y a une mobilisation totale de l'ensemble des grandes marques, mais aussi bien sûr les acteurs de la filière. Mais eux, les acteurs de la filière aujourd'hui, sont terriblement affectés par cette crise qui a eu lieu. Donc, je crois que moi, je compte véritablement sur ce rôle que l'on doit jouer. Et comme le disait Pascal en préparation de nos travaux, on se doit être plus que jamais à l'écoute des besoins des grandes marques, des grands donneurs d'ordre, des grands corporates, pour que nous puissions restituer aux startups la façon de pouvoir mieux adresser l'efficience qui est la leur auprès des grandes marques. Et plus que ça aussi, je crois que c'est aussi aux startups de se réunir, de se regrouper, de se fédérer. Et j'ai demandé à Alexandre d'accélérer ce mouvement de fédération des startups pour qu'elles-mêmes, qui ont tous 1, 2, 3, 4 clients, puissent partager leurs clients pour faire découvrir d'autres startups à leur côté. Voilà le message que je souhaitais vous faire passer. Et Alexandre, je vais te laisser ouvrir les débats. Bonjour à tous et effectivement, merci à nos intervenants de leur participation ce matin. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on puisse démarrer avec Vanessa. Vanessa, je vais te laisser te présenter et puis effectivement, on va animer notre webinaire sur le vécu de cette crise à la fois côté startup et puis dans un second temps, qu'on puisse interagir ensemble sur l'avenir des relations entre les grands groupes et l'écosystème des startups avec ce double regard, également corporate, expert avec Pascal et puis start-upper. Vanessa, peut-être quel est ton ressenti et comment, effectivement, au titre de DokaPost IoT, tu as vécu cette période de confinement, cette période de crise? Quels ont été peut-être les impacts au titre de DokaPost du groupe La Poste, mais également au titre des startups que tu fais?
Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci effectivement pour avoir invité DocaPost à participer. Alors je représente, j'ai une double casquette. Chez DocaPost, qui est la filiale numérique du groupe La Poste, je suis à la fois en charge du programme French IoT, qui est un programme d'accélération de la co-innovation start-up grand groupe dans la partie services connectés. Et j'ai également une casquette en transformation interne de DocaPost, avec une dimension managériale très forte. Et donc, pour le coup, alors, pour répondre à la question, Alexandre, en fait, cette crise, elle nous a tous touchés de plein fouet, bien évidemment, surtout que nous étions dans une dynamique où nous terminions, on va dire, le programme d'accélération sur la promotion 2019 de start-up, qui venait tout juste de revenir d'ailleurs de Las Vegas, de Slush, etc. Et puis, nous étions sur le point de lancer la 6e édition 2020. Qui devait être lancé le 25 mars. Donc, vous imaginez, 10 jours après le confinement, enfin 8 jours après le confinement. Donc, touché de plein fouet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est on a maintenu très très vite, comme on a on anime une communauté de 250 startups, on a maintenu les liens. On a des WhatsApp ouverts, nous avons des afterwork assez fréquemment, nous avons un groupe privé sur LinkedIn, etc. Donc, notre credo pendant un mois, ça a été d'être vraiment en soutien, c'est-à-dire sur les WhatsApp, de fournir toutes les informations que l'on glanait à droite, à gauche, auprès de vous, parce que vous êtes des réseaux entiers qui donnaient énormément d'informations. Auprès du Syntec numérique ou d'autres, on a récupéré énormément d'informations pour digérer cette information et la rendre accessible à nos startups parce qu'on savait que le premier mois allait être très rude et qu'il fallait à tout prix passer déjà premièrement en télétravail pour beaucoup d'entre elles, rapatrier les équipes qui pouvaient être à l'international et puis surtout protéger la trésorerie. Donc on était vraiment en soutien sur cette première période et puis bien évidemment suspension complète de l'édition. En se disant que pour autant, comme ça allait durer, on ne pouvait pas se permettre de rester sans agir pendant trop longtemps. Donc voilà, le premier mois, ça a été ça, touché de plein fouet. On a souhaité également mettre en visibilité les startups parce que normalement, on les met en visibilité, ça fait partie de l'accélération lors de salons. C'est très important pour le networking, pour rentrer en contact avec des grands comptes, rentrer en contact avec des partenaires de production, des investisseurs. Sauf que là, tout était annulé effectivement pour les mois à venir. Et puis maintenant, on sait que c'est même très très long. Et donc très vite, on a recherché toutes les alternatives, les modèles hybrides, les modèles virtuels, comment effectivement retisser les liens. Et on a aussi partagé notre réalité de grands groupes et la réalité de nos grands groupes partenaires. C'est que les équipes étaient confrontées à la même crise. Les équipes projets se réorganisaient elles-mêmes. Donc, ils devaient également suspendre de temps en temps des travaux. Donc, tout ce qui était déjà dans les rails, on va dire, sur les rails du déploiement, c'est bon, c'était parti. Tout ce qui était en projet, en pilote, en expérimentation, malheureusement, il y avait ce temps suspendu qui était propre à chacun parce que tout le monde devait se réorganiser. Ça a été un choc énorme et une conduite de changement énorme à tout niveau. À la fois au moment du confinement, à la fois maintenant au moment du déconfinement. Donc, ça, c'est très important. Ça a été donc ces 2 points. Le premier mois, aider au maximum. Le deuxième mois, informer et trouver des substituts au salon. Et puis, sur cette toute dernière période là que nous vivons actuellement, on s'est dit, comme je vous l'ai annoncé, qu'on ne pouvait pas rester sans agir. Il y avait beaucoup de demandes. Les startups avaient encore la volonté d'innover. D'ailleurs, on en a mis certaines en avant. Elles ont fait preuve d'initiatives incroyables pendant la crise. Certaines ont utilisé leur laboratoire, les impressions 3D pour mettre à disposition des maquettes pour configurer les valves qui servaient au niveau des services réanimation. D'autres avaient des cadres photos, vous savez, pour personnes âgées qui ne sont pas équipées de smartphones, de tablettes, etc. et ont prêté en fait ces cadres dans les EHPAD. Donc il y a énormément d'initiatives. On les a mises en avant et on s'est dit c'est dommage quand même de pas tendre la main et de pas lancer la 6e édition. Et là, nous avons agi avec nos représentants en région, nous avons agi avec les écosystèmes en région, nos startups de la communauté pour leur dire mais à quel moment vous pensez que c'est important de le faire? Parce que ça a énormément de valeur pour vous, parce qu'il faut que les grands groupes montrent qu'on est toujours là, on est toujours en soutien. Et donc, il va falloir préparer cette phase de rebond.
Et donc, pour le coup, on a décidé de manière unanime, en faisant le tour de notre communauté, de lancer la nouvelle édition un mois plus tard. Donc, nous étions toujours en confinement, en mode totalement hybride, alors que par habitude, nous intervenions dans des salons, nous intervenions beaucoup en proximité. Et pour le coup, le concours s'est clôturé le 10 juin et c'est extrêmement prometteur. Donc voilà, 3 phases. Se repréparer, gérer ce grand changement où il fallait capter l'information, très vite se protéger. Gérer la deuxième phase où il fallait mettre en avant, trouver toujours des mises en relation, continuer un peu le business. Et puis la troisième phase en ce moment, c'est le rebond et donner des perspectives très larges. Et je pense que beaucoup sont en attente de la construction. Nous avons perdu Vanessa, donc je vais faire la transition peut-être. Vincent, toi qui portes une startup qui a été très impactée dans le monde événementiel, comment tu as effectivement fait face à cette crise, tu as pu entretenir avec tes partenaires corporate, effectivement, ils ont soutenu tes actions, ton entreprise pendant cette période. Ce matin, et merci pour cette belle initiative de l'Observatoire Comme Média. Concrètement, pour nous, donc moi je suis le cofondateur d'ONB. ONB, c'est une plateforme web qui permet de faciliter la gestion d'événements autant pour les professionnels, les corporates que le grand public. Donc on fait de la gestion d'inscription, du CRM, de la billetterie, de la réservation de prestataires. Voilà, un outil 360 pour faciliter la vie des gens. Et concrètement, oui, notre vie a bien changé dans cette période, étant donné qu'on était un outil destiné aux événements présentiels. Et on a été les premiers à arrêter notre activité et on sera certainement les derniers à reprendre. Et effectivement, on a eu un très gros enjeu avec plus de 200 000 € de chiffre d'affaires annulés, 97% de nos manifestations annulées et au moins 80% qui ne seront pas reportées cette année. Donc, voilà, on a la chance quand même d'avoir des clients grands groupes, une dizaine notamment, et dont certains avec qui on travaille en étroite collaboration. Et on a compris que les enjeux de notre métier, notamment des grands comptes et des corporates, c'était de continuer à communiquer et que la vie ne serait plus comme avant et que, comme on le fait aujourd'hui avec ce webinaire, l'événementiel digital allait aussi faire partie intégrante des stratégies de communication des entreprises. C'est clair, quand on voit aujourd'hui les moyens et le temps nécessaires pour organiser un événement comme aujourd'hui, on est déjà 76 plus 5, donc 81 personnes. Le coût que ça représente et la facilité avec les outils actuels que l'on a, je pense que les entreprises vont se poser des questions et c'est à nous, start-up et outils, à venir justement accompagner tant sur la reprise en présentiel, parce qu'évidemment, on adore ça, on adore se rencontrer, c'est ce qui fait vraiment l'impact aujourd'hui des fidélisations que l'on a entre entreprises et entre gens qui faisons du business ensemble. Et évidemment, la partie digitale qui va venir agrémenter tout ça pour voir vraiment une stratégie 360. Donc, nous, aujourd'hui, voilà, on a pu justement travailler sur nos outils. On a énormément développé. On a engagé des coûts de développement malgré cette perte de chiffre d'affaires sèche pour pouvoir rebondir et accompagner nos corporates. Et on a eu aussi la chance justement d'avoir un maintien et un soutien au niveau du chiffre d'affaires de certains grands groupes avec lesquels on travaille. Donc, pour certains, malheureusement, ce n'était que du présentiel, donc ça a été compliqué. Mais pour les personnes avec qui on avait des contrats et des licences, voilà, on a eu cette chance, notamment BNP Paribas, pour ne pas les citer. Nous, on est une start-up du Y, qui est de l'incubateur de start-up de BNP Paribas. Ils nous ont beaucoup soutenus et qui nous ont permis de continuer à facturer 75% de notre chiffre d'affaires alors qu'il n'y avait quasiment plus d'activité. Donc, voilà, pour les remercier, notre devoir, c'est aussi de réagir, de rebondir et de remettre à flot nos outils pour répondre aux enjeux de demain. Et c'est clairement ce que l'on fait au quotidien avec leurs équipes et les équipes des autres corporates avec qui on travaille. Donc, voilà, on regarde devant, on reste optimiste et on garde le cap et on se dit que les jours meilleurs arriveront et c'est déjà le cas actuellement. Donc, on est très content de cette période malgré tout. Alexandre? Pardon, je vous ai perdu un petit problème de connexion. Pascal, effectivement, je sais que tu suis un écosystème important également de start-up. Beaucoup d'entre elles se sont inscrites dans une logique solidaire pendant cette phase de confinement et période de Covid. Peut-être un mot sur ce point.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, moi, je suis intervenu et j'interviens encore, on va dire, sur la partie innovation verte, start-upeuse, etc. Donc, finalement, c'est un contexte, on va dire, comme pour beaucoup, auquel il a fallu faire face de façon assez pragmatique et à titre vraiment très, très personnel. Finalement, entre la période début Covid, pendant Covid et là, celle qu'on vit aujourd'hui post-Covid, moi, ce que je vois très concrètement, c'est ce qui s'est passé. Je ne parle pas spécialement de ce que moi j'ai pu faire en tant qu'individu, mais ce qui s'est passé, finalement, c'est qu'il y a eu toute une dynamique, et je l'ai entendu tout à l'heure à juste titre, de mise en visibilité d'un certain nombre de startups. L'Observatoire y a contribué au travers des entreprises, des startups solidaires, clairement, mais pas seulement, on vient de l'entendre tout à l'heure. Donc il y a eu un effort de mise en visibilité pour dire aux entrepreneurs, ben nous, restons à vos côtés. Le nous pouvant être des corporates, des hubs d'innovation. Et cette visibilité, elle est importante parce que éviter l'oubli, finalement, c'est une façon d'affirmer que malgré une crise, ces entrepreneurs continuent d'exister et ont des choses à apporter. Et puis, très rapidement, une prise de recul qui a permis de se dire, finalement, une évidence, crise égale opportunité, au sens où, finalement, crise qui impacte absolument tous les secteurs, tous les domaines, toutes les activités, ça entraîne forcément une capacité, on va dire, une adaptation des acteurs et une volonté d'adaptation rapide. Qui mieux que les startups sont capables d'agir rapidement, de façon innovante et de façon pertinente. Donc là, finalement, on s'est rendu compte, notamment avec l'Observatoire, comme avec d'autres hubs d'innovation, finalement, que très vite, on a pu transformer cet effort de visibilité en amont dans une capacité à transformer commercialement certaines relations entre des startups et les grands groupes. Parce que finalement, hors crise, on peut prendre 150 ans à se poser mille et une questions de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser comme solution pour faire face à telle ou telle problématique. Une fois qu'on est dans une crise, on n'a plus ce temps-là. Donc, à la limite, je dirais que la crise a imposé un certain nombre de délais de décision très courts, délais de décision que nous appelons tous de nos voeux lorsqu'on est dans un rapport entre des startups et les corporates. Mais en parallèle de cela, il a été aussi important et il est encore important aujourd'hui, ici et maintenant, et je le dis souvent aux entrepreneurs avec lesquels j'échange au quotidien, il est important non pas seulement de préparer la sortie de crise en se disant ben, je vais rester à l'écoute de mes clients, etc., mais que ces entrepreneurs se donnent une vraie stratégie de sortie de crise qui n'est pas dépendante seulement finalement de leurs clients, mais qui est aussi dépendante de comment, au travers de cette crise, leurs solutions ont pu évoluer et qu'est-ce que ces nouvelles solutions, finalement, peuvent apporter demain ou après-demain, c'est-à-dire la pérennité de ces nouveautés, de ces adaptations qu'ils ont pu faire de leurs solutions. Et l'ensemble, finalement, de ce processus de mise en visibilité, de transformation pragmatique au niveau commercial ou encore d'anticipation d'une sortie de crise, vu de moi, c'est quelque chose qui a été, comment dirais-je, extrêmement présent, vraiment extrêmement présent dans l'esprit d'innombrables entrepreneurs, dans les actions d'innombrables entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose de très positif qui va, je pense, durablement marquer le rapport entre les startups, les corporates, au sens où
personnellement, et je resterai là pour l'instant, je crois que en temps normal, là où les uns et les autres pouvaient se regarder un peu parfois en se posant la question de savoir est-ce qu'ils sont vraiment capables de construire ensemble, durant les 3 derniers mois, dans de nombreuses situations, finalement, ils ne se sont plus posé cette question parce que face à l'urgence, il fallait de toute façon réagir. Lorsque je parle startup corporate, j'entends par là startup en face corporate, institution, etc., etc. Donc finalement, cette crise pourrait être paradoxalement un accélérateur de relations mieux construites, mieux dynamiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire se dire finalement, est-ce que finalement demain ou après-demain, les grandes institutions, les corporates vont vouloir toujours faire confiance. Ben, on fait plus facilement confiance à quelqu'un qui vous a pas laissé tomber. Je pense que l'univers entrepreneurial n'a pas laissé tomber les institutions. On a vu les formidables initiatives. Il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche, discuter avec n'importe quel hub d'innovation pour se rendre compte. L'écosystème entrepreneurial n'a pas laissé tomber, on va dire, le pays, les corporates, les institutions. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon humble avis, aura tissé des liens qui pourront demain et après-demain favoriser un rapprochement beaucoup plus, encore plus pertinent qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est la bonne transition pour donner la parole à Antoine. Effectivement, dans une logique extrêmement pragmatique, toi qui as été impacté très directement avec la fermeture de nombreux points de vente, peut-être un mot, Antoine, sur cette clé de lecture à la fois des différents partenariats avec les corporates qui ont pris différentes formes et effectivement la logique pragmatique dans laquelle tu t'inscris. Oui, alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Antoine Ruff, le directeur des opérations de What the Shop. Donc, nous, on est une technologie au service de la performance des points de vente. On permet de faire 3 choses. On permet de générer du trafic en magasin, on analyse les comportements en magasin et on interagit aussi avec les visiteurs. Une fois qu'on a dit ça, dès que les magasins ont fermé, effectivement, la situation s'est vite complexifiée pour nous. Et passer la phase de stupéfaction où il ne faut pas se leurrer, hein, effectivement, pendant quelques jours, voire quelques semaines, tout le monde a un peu couru dans tous les sens comme des poulets sans tête. On a ensuite pu construire des choses, bâtir des choses. Et alors nous, de manière très concrète, en fait, on a eu 3 types. On a la chance de compter aussi parmi nos clients des grands groupes, principalement des grands groupes. Et donc, on a eu 3 typologies de clients. En fait, on a eu ceux qui ont suspendu l'activité. Honnêtement, je ne leur jette pas la pierre hein, parce que c'était voilà, des clients qui étaient dans le domaine du tourisme, du travel retail, la restauration, etc. Bon, clairement, eux, on est passé par une suspension de contrat et c'est bien normal. Donc, on a eu une perte de business, d'activité pendant toute la période du confinement. On a aussi ceux qui ont maintenu la prestation. Alors, pas toujours effectivement à 100% de la facturation, mais au moins en partie. Et donc, je tiens quand même à les remercier. Donc, je vais les citer. JC2Co, le groupe PSA, Sony PlayStation. Tout ça, c'est des comptes sur lesquels on a pu compter pendant cette période. Et puis, alors, ce qui est assez intéressant, donc même si on a perdu du business pendant cette période, ça nous a permis aussi, alors notamment avec la grande distribution, ça faisait assez longtemps qu'on tournait autour de certains acteurs de la distribution. Et là, du coup, avec le Covid, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Ça faisait 12 mois qu'on leur parlait. Et là, on a mis en place des projets en 3 semaines. Donc finalement, voilà, ça nous a permis d'ouvrir des nouveaux comptes et de gagner du temps. Et donc, nous, en fait, on a eu 2 approches donc, pendant cette crise. D'abord, une approche défensive pour essayer de montrer qu'on n'était pas qu'un nice to have, mais qu'on était bien un must have. Parce qu'en période de restriction budgétaire, il faut justifier son existence, justifier son ROI et donc effectivement maintenir sa ligne de facturation. Donc ça, c'était à nous de prouver effectivement qu'on était un must have. Et ce qui nous a beaucoup servi, c'est que nous,
la donnée très stratégique à laquelle on avait accès pendant cette crise, c'était la donnée de trafic. Comme je vous le disais, donc on analyse les comportements en magasin, donc on mesure le trafic, que ce soit les passants dans la rue ou les visiteurs à l'intérieur des points de vente. Et donc, on avait accès à cette donnée très stratégique. Et la question qui se posait, c'est que jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on éditait des beaux dashboards avec plein d'informations, mais on était confronté au problème de ressources, de temps, c'est-à-dire que nos clients avaient une infinité de choses à gérer et ils n'avaient pas forcément le temps de faire des analyses très poussées malgré toute la pertinence de nos dashboards. Et donc, ce qu'on a choisi de faire de manière un peu plus offensive, c'est qu'en fait, on a créé une borne de régulation du trafic qui donc vient s'installer à l'entrée des points de vente et qui permet de donner en temps réel le nombre de personnes présentes dans le magasin. Donc, voilà, on avait déjà toutes les briques technologiques pour le mettre en place. On les a assemblées. On a matérialisé notre expertise dans cette borne et on a répondu en fait à deux grandes questions que se posaient les gens en ce moment. C'est petit 1, est-ce que c'est le bon moment pour aller faire mes courses ou est-ce qu'il y a une demi-heure de queue? Et petit 2, je mets une pancarte sur mon centre commercial en disant pas plus de 1300 personnes. Mais une fois que j'ai mis cette pancarte, comment je sais pour savoir s'il y a 1200 ou 1500 personnes? Sachant que vous avez 3 entrées, 3 vigiles qui ne se parlent pas, etc. Donc, aucune façon finalement de savoir le trafic réel d'un lieu. Et donc, cette borne permettait aussi de répondre à cet enjeu sanitaire. Donc, ça a été plutôt positif pour nous parce que ça nous a permis d'ouvrir des nouveaux comptes et ça a eu un certain succès commercial là, qui continue à perdurer après la phase de sortie du confinement. Donc voilà, une stratégie défensive, montrer qu'on a une vraie utilité et qu'on a un vrai ROI, et puis une phase plus offensive avec le développement d'une nouvelle solution qui répond aux enjeux du moment. Et c'est très important. Ce n'est pas vraiment un pivot parce qu'on faisait déjà tout ça avant. Le pivot, en fait, c'est de le matérialiser concrètement pour que ça se fasse tout seul finalement et que ça ne nécessite aucune ressource du côté de nos clients et qu'on ait là une solution plug and play. Donc voilà ce qu'on a fait pendant cette crise. On a souffert hein, comme tout le monde, mais voilà, a posteriori, on a quand même été assez réactifs et ça nous a aussi permis d'ouvrir des nouveaux comptes, donc peut-être des opportunités intéressantes d'ici à la fin de l'année. Merci beaucoup. Antoine, peut-être une question pour Vanessa. La logique de l'open innovation est souvent dans une logique de posture du côté des grands groupes avec un poids de l'investissement au profit des startups qui est quand même relativement faible. De ton point de vue, Vanessa, quelles seront les clés pour faire grandir ce poids de l'investissement des grands corporates au profit de l'écosystème startup? C'est effectivement accorder, déjà être, cette curiosité à toujours développer pour rechercher des nouveautés, des innovations, des startups. Donc plus les grands groupes ont accès effectivement à la connaissance. D'ailleurs aujourd'hui, moi je découvre de startups parce que je vois en permanence effectivement des startups. Là, je découvre et je me dis qu'il y a vraiment de startups très intéressantes et que des mises en relation sont possibles. Donc, je pense que favoriser l'investissement, c'est ça, c'est ouvrir, faire que la curiosité soit là, que la découverte de solutions soit là. Ça, c'est extrêmement important. Nous, par exemple, on a organisé sur nos différentes promotions ce qu'on appelle les démo days, où en fait, on va effectivement faire découvrir des solutions, mais pendant plus de 2 heures avec exposition, etc., auprès d'une centaine, 200 personnes. C'est important parce que, en fait, ça se crée comme ça. Il faut un déclic à un moment donné. Il faut que ça colle à un usage et c'est la fameuse sérendipité de l'innovation. Donc, plus on favorise la connexion, plus on favorise la visibilité des startups, plus ça favorise cette imagination. Et puis, j'étais d'accord avec Pascal sur ce point. Quand on est dans un temps normal, les grands groupes, les ETI ont le temps en fait, et on rebascule dans le traditionnel projet, vous savez, avec cahier des charges, consultation, etc. Quand on bascule dans l'urgence,
Là, effectivement, les alternatives, on les examine très vite. Donc, c'est créer ce sentiment aussi d'urgence sur certains dossiers. Va nous amener certains sujets. C'est très intéressant parce que plus on met donc en visibilité des startups et plus on crée le sentiment d'urgence, plus on favorise les relations entre des grandes directions et puis des petites structures. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Donc, on s'est aperçu pendant cette période du Covid et du déconfinement, les changements d'organisation dans les grandes entreprises. Est-ce que c'est pas le moment ou jamais où les startups, et là je me tourne vers Pascal, les startups qui elles-mêmes ont fait preuve d'agilité, de résilience, de persévérance, de conviction, de croyance, parce que lorsqu'effectivement on est dans un secteur comme Vincent où on a 97% d'arrêt d'activité, est-ce que les grands groupes qui eux-mêmes ont fait une pause, un arrêt, eux-mêmes ont déplacé donc l'organisation du travail vers le télétravail, un modèle qui était peu développé, on doit le reconnaître. Est-ce que c'est pas un élément déterminant pour montrer à ces grands groupes comment l'agilité qui a été celle des entreprises innovantes est aussi une source d'inspiration donc pour ces grandes entreprises? Est-ce que c'est une clé d'entrée, Pascal? Alors, de mon point de vue, oui, et 1000 fois oui. On peut voir ça sous l'angle des routines, finalement. En tant que corporate, en tant que corps, on va dire, finalement, il y a une certaine sociologie de ces grandes organisations, de ces grandes institutions, et finalement, un certain nombre de routines se mettent en place, soit par verticale, soit au niveau vertical et aussi matriciel, enfin bref, un certain nombre de routines. Ces routines, elles ont dû s'adapter, elles se sont déplacées. Tu citais, Dominique, à juste titre, ben oui, de facto, confinement égale télétravail. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de routines qui ont été nouvelles dans la façon finalement dont ces grandes institutions, ces grands corps ont eu de s'adapter pour pouvoir continuer à avancer et s'adapter vite. Je peux être trop cash, mais enfin, c'est s'adapter ou mourir, en fait. Ça revient un peu à ça. Mais de ces routines nouvelles qu'il a fallu mettre en place dans l'urgence, finalement, il va rester un certain nombre de choses, de prise de conscience, même si c'est quelque peu, on va dire, non pas délicat de le dire, mais enfin, il y a eu crise sanitaire A, crise sanitaire B, crise sanitaire C, maintenant le Covid. Donc, on se rend compte qu'on est quand même dans un monde là où finalement des Covid-19, alors on espère que ce sera le dernier, peut-être au Covid-20 un jour. Donc finalement, cette prise de conscience, parce que cette crise-là a vraiment impacté les organisations de plein fouet, cette prise de conscience-là fera que, d'une part, un certain nombre de routines vont perdurer dans le temps, et donc finalement, l'organisation même des grandes institutions, des grands corporates, va s'en trouver modifiée durablement. Par ailleurs, ces grandes organisations vont aussi essayer, à un moment ou à un autre, de pouvoir anticiper d'autres typologies finalement de crises possibles, finalement, de situations possibles, on va dire ça de cette façon-là. Et ce sont pour moi autant d'opportunités où, pour des entrepreneurs véloces, inventifs, on le sait, mais c'est aussi finalement, de mon point de vue, le fait que cet entraînement des organisations, si j'ose le terme, cet entraînement dans la crise à penser autrement, à agir plus rapidement, à devoir se remettre en question, fera que finalement ils ont peut-être gagné dans la tête, dans le mindset quelque part, une certaine forme d'agilité qui les rendra beaucoup plus ouverts à des propositions nouvelles qui peuvent être faites. Parce qu'aujourd'hui, je pense que lorsque on est quelqu'un au sein d'un corporate ou d'une institution qui entend soit peu ouvert, qui
qui pense que par l'innovation, notamment ouverte, il peut aller plus vite finalement. Pour peu qu'on avait déjà cette petite appétence, finalement, aujourd'hui, on est encore plus convaincu qu'il est parfois utile de veiller à intégrer autour de soi, entre guillemets, un écosystème entrepreneurial, d'être très à l'écoute de ces startups pour savoir en quoi est-ce qu'elles répondent à nos enjeux aujourd'hui et potentiellement demain. Par exemple, j'entendais tout à l'heure de la part de notre collègue de DocaPost que un certain nombre de choses finalement ont été mises en place et les startups ont immédiatement répondu. Bah, si ces choses ont été mises en place en termes de mise en place d'une saison, d'un appel à projet, c'est bien parce qu'il y a un besoin ressenti par DocaPost d'un côté. Et puis s'il y a eu autant de candidats, c'est parce que les startups ont des choses à proposer. Ce cas-là, finalement, il n'est pas unique. Ça veut dire que clairement, qu'on ait adhéré à ce jour à cette démarche innovation ouverte ou qu'on n'y ait pas adhéré, cette crise est une opportunité lorsqu'on regarde les choses moins de façon, on va dire, macro ou théorique, open innovation, mais à l'échelle des individus dans les organisations. Les individus dans les organisations sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui à l'idée qui consiste à dire que pour agir vite et pour agir bien, de façon pertinente, bien évidemment, il y a un écosystème de gens qu'on appelle les startups, qu'on appelle les entrepreneurs, qui sont là et qui peuvent répondre à toutes ces problématiques. Oui, alors j'attire ton attention et j'attire l'attention à tous. Je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, la notion de vitesse va être une notion déterminante pour les entreprises innovantes qui elles-mêmes ont souffert pendant cette période et souffriront encore. Vincent le rappelait, Antoine le faisait état. On a besoin, et je crois que notre rôle aussi, et c'est avec vous, corporate, de voir comment cette prise de conscience, cette action doit être… Vanessa, tu parlais donc de visibilité qui est nécessaire à donner aux entreprises innovantes et aux startups. Je crois que c'est un élément déterminant. Moi, je parle beaucoup de cette notion donc de co-construction entre les startups elles-mêmes de leur force commerciale, parce que elles ont été aussi beaucoup épuisées par cette période. Elles ont besoin de soutien de commerce. Et c'est vrai que les startups, parce qu'elles sont agiles, elles l'ont démontré. Elles sont responsables, elles l'ont démontré. Elles sont solidaires, elles l'ont démontré. Elles doivent aussi peut-être se réunir. Et il faudrait peut-être que… tu parlais de hub, Pascal. Tu en parlais également, Vanessa. Est-ce qu'on peut pas essayer de regrouper et de se mettre autour d'une table de travail très opérationnelle pour dire, je dirais les grands corporates qui eux-mêmes ont continué les hubs, les startups qui sont elles-mêmes présentes, et Alexandre, je fais appel aussi à toi pour peut-être plus les réunir au quotidien, pour que chacun puisse dire, ouvrons nos carnets d'adresses, ouvrons nos écosystèmes et permettons à tous ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des contacts permanents avec des corporates, de s'appuyer sur les startups pour que elles-mêmes donnent des contacts et s'appuyer sur les corporates pour que eux-mêmes disent, moi, dans mon écosystème de corporate, je connais La Poste, mais je connais BNP, je connais effectivement Carrefour, et j'ai besoin effectivement, il faut que je vous présente donc les solutions. Je pense qu'il y a une mobilisation qui se doit de se créer. Je ne sais pas encore comment. Je sais que nous travaillons beaucoup avec certaines régions et départements pour faire des champs exploratoires sur le sujet. N'est-ce pas, Alexandre? Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux initiatives qui ont été prises lorsqu'on a réuni les startups? Et Pascal, tu as participé aux travaux d'ailleurs, pour dire, voilà, maintenant il faut que vous partagiez vos clients parce que la force viendra tout autant des startups que des corporates. Je suis toujours un peu inquiet avec les corporates. Le temps reste le temps. Le confinement a été le confinement. Le télétravail est le télétravail. Et les bandes passantes ne sont pas toujours très faciles. Alors, je crois qu'il faut qu'on force le trait. Alex, peut-être un élément de réponse? Je suis vraiment confus. Je vous ai perdu pendant quelques minutes, donc c'était un peu technique de vous suivre. Antoine, je vais rebondir sur Vincent sur le sujet. Vincent, toi qui gardes un dynamisme incroyable, quelles que soient les situations, on t'a vu démarrer ta boîte, on t'a vu te battre, on te voit aujourd'hui avec le sourire, on te voit encore avec plein de confiance. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est pas vous d'être nos moteurs?
notre dynamique sur la co-innovation, sur la co-construction, sur l'innovation, sur la conviction auprès des grandes marques? Alors, T'en clairement, penses quoi, Vincent? c'est très à nous. De toute façon, personne ne fera les choses à notre place, hein. C'est à nous de nous battre au quotidien, d'y aller, d'être créatifs, de saisir des opportunités. Nous, on l'a fait avec les événements virtuels parce que c'était très peu utilisé avant et aujourd'hui, ça a été la seule méthode et le seul moyen possible pour les entreprises en cette période de pouvoir communiquer. Donc, évidemment, on a dû élargir nos outils, développer très vite, faire des POC, présenter des choses, etc. Donc, évidemment, on n'a pas eu le choix, mais je pense vraiment, pour reprendre nos termes, Dominique, Alexandre, qu'on employait hier, le maître mot de la relation start-up grand groupe à venir dans cette période post-Covid, c'est efficience, pragmatique et ROI. Je veux dire, dans les startups, on nous considère souvent comme deux grands types d'entreprises. Les innovations gadgets, qui sont, comme tu le disais bien, Antoine, tout à l'heure, les nice to have, hein, quelque part, où malheureusement, aujourd'hui, les entreprises, les grands groupes ont moins de temps, tout le monde court partout. Et si on doit signer commercialement une startup pour faire accompagner notre groupe, c'est parce qu'elle va nous faire gagner de l'argent, nous faire optimiser quelque chose. Et on n'a pas 2 ans de projet, c'est maintenant que ça doit se passer. Donc, très concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que veulent les entreprises et qu'est-ce que veulent les grands groupes? C'est une méthode pour gagner de l'argent rapidement, comment mettre une solution rapidement en place et pouvoir tangibiliser, nous, startups, le gain monétaire qu'on va apporter à ces grands groupes dans une période de 6 mois à 1 an. Ce n'est pas un projet de 5 ans, c'est fini ça. C'est ce qu'on faisait avant, c'était des périodes de projet où justement, où il y avait des circuits décisionnels qui étaient trop longs. C'est à nous de leur dire, ça va être simple à utiliser, on va vous le mettre en place et c'est du plug and play. Et concrètement, voilà, d'où cette notion d'efficience. Nous, on a tenu ce discours très, très récemment avec un groupe. On lui a dit, voilà, vous avez un budget aujourd'hui alloué sur notre segment de 10 millions d'euros. Sachez que si vous nous faites confiance, notre solution, on vous la déploie en 3 semaines pour vos équipes. Elle vous fera gagner 500 000 euros dès la première année. Donc là, c'est quelque chose de très concret. Vos collaborateurs reçoivent un email dans 1 mois avec un outil, un lien, c'est du plug and play. Ils commencent à l'utiliser. Ils ont un tuto à leur disposition, un numéro de téléphone s'ils ont besoin en cas de souci pour pouvoir contacter quelqu'un de notre équipe. Et c'est parti, le gain d'argent commence dans 3 semaines. Et voilà en fait le genre de discours, si vous voulez, où nous, on porte notre responsabilité d'innovant et de créatif et de se dire quelque part, c'est pas juste vous nous faites confiance, nous aussi, on s'auto-responsabilise dans cette prise de décision. Et c'est à nous de vous accompagner de la sorte et de pouvoir réagir très vite. Donc voilà, je pense qu'il y a un deuxième pan aussi qui est important, c'est qu'on a des outils qui permettent de faire gagner du temps et de faire gagner de l'argent à des collaborateurs, des outils souvent qu'on pense, nous, faciles à utiliser. Il y a quand même une période d'adaptation. On doit aussi accompagner les collaborateurs de grands groupes sur ce temps qu'ils vont gagner à maîtriser des fichiers Excel qu'ils faisaient à l'époque, qui sont aujourd'hui avec des jolis dashboards qu'on leur met à disposition. Comment ils vont pouvoir utiliser ce temps pour favoriser le contenu de leurs événements et de leur communication. Et c'est aussi à nous, en tant que start-up de solutions innovantes, à les orienter vers des contenus plus pertinents, parce que c'est ça l'objectif de nos outils. Ce n'est pas de leur faire gagner du temps, c'est surtout de leur proposer de faire un contenu qui soit de plus en plus pertinent au service de l'événementiel et de la communication, parce que c'est pour ça qu'on se réunit, c'est pour de la qualité de contenu et c'est à nous de le faire. Donc voilà ces 2 grands pans, pragmatisme, contenu, ROI et efficacité. Merci Vincent. Antoine? Moi, je rejoins Vincent, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up? Qu'est-ce que c'est? En fait, nous, c'est des gens qui se concentrent sur un sujet donné et qui essayent d'être les experts de ce sujet. Donc nous, par exemple, un des sujets qu'on traite, c'est effectivement l'analyse de trafic dans les lieux physiques. Et on a choisi de devenir expert là-dessus. Et donc nous, notre responsabilité, c'est de proposer la solution la plus efficace, la plus simple, la plus pertinente à nos clients. Donc ça, c'est notre responsabilité de start-up, effectivement, de faire tous les développements qui vont bien pour que ce soit extrêmement simple et plug and play. Et clairement, le comparable, personne ne les a cités depuis un webinar sans citer Google et Facebook. Donc, on arrive au point Godwin où je vais les citer. Effectivement, c'est se battre contre ces solutions extrêmement efficaces que proposent Google et Facebook. Moi, je vois quand je travaille avec les magasins, mais aujourd'hui, n'importe quel responsable de magasin est capable de faire une campagne Google ou Facebook. Hein. C'est-à-dire, si vous avez déjà fait des campagnes SEA,
Vous dites, moi, dans la vie, je vends des chaussures, mon magasin, il est à telle adresse. Vous appuyez sur 3 boutons et c'est à la portée de n'importe qui. Donc, Google et Facebook et l'ensemble des GAFA arrivent à proposer des solutions extrêmement simples. Donc, nous, notre devoir, c'est de proposer des solutions qui soient aussi simples, aussi plug and play que celle-ci. La responsabilité et les devoirs des corporates, entre guillemets, c'est que quand ça marche, on n'est juste pas là pour amuser la galerie, en fait. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, quand on a prouvé effectivement qu'on délivrait notre promesse, qu'on délivrait le retour sur investissement, etc., la responsabilité des corporates, c'est l'industrialisation. C'est de dire, ah ok, j'ai passé du temps sur un pilote, ça marchait, que par rapport aux 3 indicateurs que je m'étais fixés, je les ai atteints. Et l'enjeu pour nous, hein, je rappelais, nous, on a gagné plein de médailles en chocolat, plein de trophées, de concours d'innovation, etc. Bon, il n'y a pas toujours eu des projets derrière. Et tout le monde était extrêmement sympathique, tout le monde nous félicitait. Voilà, parfois, on repartait même avec un petit chèque, donc ça, on était contents, voilà, des gains monétaires. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas gagner 15 000 euros sur un concours d'innovation. C'est bien qu'il y ait un projet derrière. Et quand on a fait les preuves de notre efficacité, et ben c'est très important que ça industrialise. Et juste, voilà, moi, un petit tuyau, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans les startups, et ben moi, je me suis rendu compte de quelque chose, en fait, c'est que je suis pas maso, hein, mais plus le client est difficile avec moi, plus il est dur avec moi, plus je sais qu'il va y avoir un projet derrière. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est important pour lui. Donc, quand il n'arrête pas de me challenger, de me dire, mais c'est quoi ce chiffre, explique-le-moi de 10 façons différentes, etc., bah, je sais en fait que ça veut dire que c'est important pour lui et qu'il y a un projet derrière. Quand tout le monde est sympa, quand tout le monde félicite, mais finalement, voilà, les gens n'y passent pas tant de temps que ça, c'est un signal faible qui me dit qu'il n'y aura pas forcément un projet. Donc voilà, l'important, enfin, nous, c'est de prouver qu'on est utile, qu'on est efficace. Mais par contre, une fois qu'on l'a fait, l'important aussi, c'est l'industrialisation, hein. On est capable, nous, de déployer à grande échelle. Ça doit être ton cas aussi, Vincent. Voilà, on est capable de proposer des solutions très, très larges. Il faut un moment que ce soit mis en place. Merci Antoine. Je crois que nos échanges vont tourner effectivement maintenant à leur fin. Donc, je pense qu'il faut, nous aussi, on a une responsabilité au titre de l'Observatoire de mettre en valeur davantage maintenant, donc encore plus les startups, de façon à ce qu'elles puissent prendre la parole. Cette notion de visibilité, Vanessa en faisait état. Pascal le disait. Je crois qu'on ne peut plus rester dans une posture, on ne peut pas rester dans l'incantation. Il faut que maintenant, on essaie de montrer ces startups et voir. Et nous, notre rôle sera aussi vis-à-vis des grands corporates, des grandes marques, des grands annonceurs, des institutionnels, de montrer que il faut qu'ils ouvrent véritablement l'écoute maintenant auprès des entreprises innovantes. Et effectivement, la notion de POC, c'est très bien, mais je crois qu'on n'a plus de temps à perdre. Il faut qu'on mette en application aujourd'hui, d'une façon très pragmatique, la réalité de la valeur ajoutée apportée par les startups. Je pense qu'on a un travail à faire auprès de tout l'écosystème des startups qui sera de recenser l'ensemble donc de la valeur ajoutée, de la création de valeur et leur dire voilà, ça c'est telle création de valeur pour tel usage. Et je pense qu'il faut qu'on soit dans cette dynamique-là pour être très concret et très pragmatique. Alexandre, peut-être un point de conclusion avant de remercier nos amis d'avoir participé. Et sachez que l'on fera en sorte pour que l'on puisse faire de nombreux webinaires qui permettront de faire des webinaires de présentation. Et à nous de pouvoir, et on demandera à toute notre communauté de se réunir lorsqu'on présentera 5, 10, 15 startups. Il faut voir les formats. Mais je crois qu'on réfléchit beaucoup également sur les événements virtuels, hein, sur des salons virtuels qui permettront effectivement de présenter ces entreprises qui aujourd'hui malheureusement n'ont peut-être pas assez d'occasions de se faire voir et de se faire valoir. Il faut toucher les décideurs et vous, décideurs, vous avez besoin de nous aider également pour être des relais, des courroies de transmission. Alexandre, peut-être un mot de fin. Je tiens à tous vous remercier. Effectivement, ça a été rappelé à plusieurs reprises. L'enjeu est de favoriser les mises en relation, les contacts entre les besoins des grands corporates, les solutions des startups. Et effectivement, je pense que tous ensemble, on arrivera à recréer cette dynamique et à favoriser le poids de l'investissement parce que c'est un peu notre fer de lance au profit des startups. Donc, poursuivons cette dynamique.
Nous sommes effectivement à l'écoute de l'ensemble des grands donneurs d'ordre, des grandes marques, des grands corporates pour capter les besoins et les connecter peut-être plus facilement à l'écosystème startup, comme peut le faire Pascal, comme peut le faire Vanessa. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on poursuive véritablement dans cette dynamique parce qu'on a la chance dans notre beau pays d'avoir des technologies assez incroyables, des entrepreneurs exceptionnels. Et je pense qu'il faut poursuivre cette dynamique et je pense qu'on a tous les moyens de faire grandir l'écosystème startup dans cette logique. Donc, merci encore à tous, merci à nos intervenants, merci à l'ensemble de nos participants. Et puis, on aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau webinar dont la thématique va être annoncée dans les toutes prochaines heures. Donc, merci encore à vous et je vous dis à très vite. À très vite et n'oubliez pas que le présentiel, on va quand même parier dessus et on tiendra cette année les chemins d'innovation et on sait que vous serez très nombreux à être à nos côtés. Et voilà, et on va tenir quand même le présentiel, même si on sait qu'effectivement la digitalisation l'emportera encore ces prochaines semaines. Mais très vite, on a vraiment le plaisir et on aura vraiment envie de vous revoir tous très vite. À très bientôt et n'hésitez pas à nous solliciter. Vos remarques sont importantes, vos questions sont importantes. Nous y répondrons et nous agirons. Merci encore à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.